L'histoire commence avec une femme au volant d'une voiture. Elle roule à toute vitesse, comme si elle fuyait quelque chose. On voit bien sur son visage qu'il lui est arrivé un gros problème. Elle arrive dans un endroit désert, isolé, s'arrête, ouvre le coffre et en sort un homme recouvert de sang. Elle le jette par terre, remonte dans la voiture et repart comme si de rien n'était. Pour comprendre ce qui l'a poussée à faire ça, il faut remonter 5 mois en arrière. À ce moment-là, sa fille vivait tranquillement avec son mari, Nicole, et leur fils. Ils avaient une vie simple mais heureuse. Tout allait bien entre eux. Un jour, le père de sa fille l'appelle et lui dit « Venez nous voir un de ces jours, vous nous manquez, surtout le petit. » Son mari ne refuse pas, au contraire, il lui répond en rigolant « Prépare un bon poulet, on débarque chez toi la semaine prochaine. » Après ça, chacun part s'occuper de ses affaires. En fin de journée, Nicole remarque une tache de sang sur ses vêtements. Il se demande d'où ça vient, mais il n'y prête pas vraiment attention et va les laver normalement. Pendant qu'il s'en occupe, la sonnette de la porte retentit. La police arrive chez eux. Ils l'embarquent tout de suite au commissariat. Sa fille est sous le choc. Elle ne comprend rien à ce qui se passe. Le lendemain, elle prend son fils et va voir Nicole en détention. Le petit est content de voir son père et lui demande de venir à la maison avec eux. Nicole essaie de lui expliquer, en minimisant la situation, qu'il doit travailler ici encore un moment et qu'il reviendra jouer avec lui dès qu'il aura fini. Il lui plie une petite avion en papier pour le distraire et le confie ensuite à sa mère. Quand il reste seul avec sa fille, il lui explique qu'on l'accuse de meurtre. Il lui dit « Ils m'ont collé une affaire de meurtre, alors que je n'ai jamais tué même une mouche. Le jour du crime, j'avais eu un accident sur la route. Quelqu'un m'est rentré dedans. Il pleuvait fort, et je pense que c'est de là que vient le sang sur mes vêtements. » Sa fille essaie de le rassurer. Elle lui dit qu'elle le croit, qu'elle sait qu'il est innocent, et qu'elle va se battre pour lui jusqu'au bout. Elle lui dit aussi qu'elle a déjà contacté une avocate pour le défendre. Mais on voit bien qu'elle essaie surtout de lui donner du courage, parce que le dossier semble très lourd. Plus tard, sa fille rencontre l'avocate. Et là, l'avocate la détruit complètement. Elle lui explique que toutes les preuves sont contre son mari. Puis elle ajoute « Et encore, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Est-ce que vous savez au moins qui est la victime ?» Sa fille répond que non. L'avocate lui dit que la victime s'appelle Stéphanie et que c'était la supérieure de Nicole au travail. Tout le monde savait qu'il y avait beaucoup de tensions entre eux avant sa mort. Tout ça ne joue pas en sa faveur. Le motif, les preuves, la scène du crime. Pour la justice, l'affaire est quasiment réglée et Nicole n'a quasiment aucune chance d'échapper à la condamnation. Sa fille s'effondre en larmes, mais, au fond d'elle, elle reste persuadée que son mari est innocent. Le temps passe et Nicole finit par être condamnée à mort. On l'envoie dans une prison de haute sécurité, avec une surveillance très stricte. Dès son arrivée, les autres prisonniers comprennent qu'il n'est pas quelqu'un de violent. Il ne sait pas vivre dans ce milieu. Du coup, certains en profitent pour l'intimider et le malmener. Un chef de gang de la prison lui demande un jour de cacher sa drogue dans sa cellule parce qu'il sait que les gardiens vont bientôt faire une fouille. Nicole refuse. Pendant ce temps, dehors, sa fille reçoit un appel de l'avocate qui lui demande de venir au plus vite à l'hôpital de la prison. Quand elle arrive, elle découvre Nicole, allongée sur un lit, couvert de blessures et de bleus. Elle est choquée et lui demande « Qui t'a fait ça? Qui t'a frappé comme ça ?» Il lui dit de s'asseoir près de lui et lui explique. Ce sont les membres du gang à qui il avait refusé de rendre service qui l'ont agressé. Pendant qu'il lui raconte, on voit qu'il serre quelque chose dans sa main. Malgré les coups et la douleur, il n'a jamais lâché ce petit papier. Quand sa fille quitte la chambre, elle récupère discrètement le mot qu'il tenait. L'avocate essaie de lui parler, de lui demander ce qui se passe, mais sa fille est ailleurs, complètement sous le choc. Elle monte dans sa voiture, démarre et s'éloigne sans rien dire. Plus tard, elle s'arrête en plein milieu de la route, en pleurs, essayant de réfléchir à une solution pour sortir son mari de là. De retour chez elle, elle ouvre enfin le mot que Nicole tenait. C'était une lettre pour leur fils. Nicole y avait écrit qu'il allait disparaître pendant longtemps, mais qu'un jour il reviendrait, et qu'il espérait le retrouver devenu grand. Sa fille s'effondre à nouveau en lisant ces mots. Le soir, elle va chez une voisine et lui raconte tout, désespérée. Sa voisine essaie de la calmer, et pour lui donner du courage, elle lui parle de sa propre histoire. Elle lui explique qu'elle aussi, quand elle était jeune, était mariée à un homme violent, un alcoolique qui la trompait sans cesse. Un jour, elle l'a surpris. Il avait une autre femme et plusieurs enfants cachés. À partir de là, il a commencé à la traiter encore plus mal, à la frapper régulièrement. Un soir, alors qu'il la battait encore, elle n'a plus supporté. Elle a pris un couteau de cuisine et l'a poignardé. Au début, elle voulait juste se défendre, mais elle n'a pas lâché le couteau jusqu'à ce qu'il meure. Elle a pris 10 ans de prison pour ça. Après sa sortie, elle a essayé de reprendre une vie normale, d'enterrer ce passé. Et elle dit à sa fille « Toi aussi, tu finiras par tourner la page. Il va faire sa peine, puis il sortira, et vous reprendrez votre vie. » Mais sa fille la coupe et lui dit « Tu ne sais pas, Nicole a été condamné à perpétuité. Il ne sortira jamais. » Les jours passent. Sa fille retourne voir son mari en prison. Elle est très nerveuse, comme si elle cachait quelque chose.
On comprend vite pourquoi. Dans sa tête, elle a déjà commencé à imaginer un plan pour le faire évader. Dans le parloir, elle fait semblant de se sentir mal, comme si elle allait s'évanouir. Un gardien s'approche pour lui donner un verre d'eau sucrée. Dans son imagination, elle lui volerait la clé, déclencherait l'alarme et partirait en courant. Mais ce n'est qu'un fantasme. En réalité, elle reprend ses esprits, et tout ça n'était qu'une projection dans sa tête, à force de stress. Elle sort du parloir en étant complètement perdue. La détective Aïcha la croise et lui demande ce qu'elle fait là, si tout va bien. Sa fille ne lui répond pas vraiment et s'éloigne. Un peu plus tard, sa fille va dans une bibliothèque et se met à chercher sur Internet des informations sur des évasions de prison, des documentaires, des émissions sur des prisonniers qui se sont échappés. Elle veut apprendre tout ce qu'elle peut. Elle finit par tomber sur un livre écrit par un certain Paul, qui raconte en détail les méthodes qu'il a lui-même utilisées pour s'évader de prison. Toutes ces histoires sont vraies. Sa fille est fascinée. Elle contacte la maison d'édition, se fait passer pour une journaliste et demande l'adresse de l'auteur, prétextant vouloir l'interviewer. Le stratagème fonctionne. On lui donne son adresse. Elle va jusqu'à sa maison, mais Paul refuse d'ouvrir. Elle insiste, frappe, parle à travers la porte, mais il ne veut rien savoir. Finalement, il lui glisse simplement un mot sous la porte, dans lequel il écrit qu'il ne sera responsable de rien de ce qui pourrait lui arriver si elle suit ses idées. Sa fille signe le papier, en prenant toute la responsabilité sur elle, et le renvoie sous la porte. Elle lui demande juste 5 minutes de conversation, mais même comme ça, il ne lui ouvre pas. Elle finit par partir. Le soir, il tombe de la neige, il fait très froid, mais elle revient et l'attend dehors, devant chez lui. Le matin, Paul ouvre la porte et la trouve toujours là, transie de froid. Il la fait entrer. Elle lui dit qu'elle est écrivain, mais il comprend rapidement que c'est un mensonge. Elle finit par avouer. Son mari est en prison, condamné à tort, et elle veut le faire évader. Elle lui demande s'il est possible, selon lui, de s'évader de n'importe quelle prison. Au début, il refuse de répondre, mais finit par lui dire théoriquement, oui, on peut s'évader de n'importe quel endroit, il faut seulement le bon plan. Il commence à lui parler de différents scénarios, de failles possibles, de préparations nécessaires. Sa fille prend des notes. Plus tard, elle se rend dans un quartier mal famé, contrôlé par des gangs, pour se procurer de faux passeports. Elle a peur de sortir de la voiture. Un jeune homme, qui s'appelle Rox, vient lui parler. Elle lui dit qu'elle cherche des passeports falsifiés. Il lui répond qu'elle est au bon endroit et l'emmène dans un bar tenu par un gang. Elle demande à voir Slim, le chef. Son adjoint sort et lui demande si elle a l'argent. Elle lui montre un sac rempli de billets. Il lui dit de le suivre, mais dès qu'il se retrouve dans une ruelle isolée, les complices commencent à la frapper pour lui voler son argent. Soudain, Paul apparaît. Il ordonne aux hommes de la lâcher et leur dit qu'il est détective. Ils se moquent de lui, le prennent de haut, mais il ne recule pas. Il avance vers eux, sort une lampe très puissante et les aveugle, ce qui lui permet de les faire fuir. Il aide sa fille à se relever et lui dit « Dis-moi la vérité, tu n'es pas journaliste ». Elle finit par tout lui avouer, le mari en prison, l'injustice, son plan d'évasion, les faux papiers. Elle lui demande de l'aider. Il refuse au début, en lui disant que c'est beaucoup trop dangereux pour elle. Mais elle insiste, elle a besoin de faux passeports pour elle, son mari et leur fils. Finalement, il accepte. Elle lui donne une grosse enveloppe pleine de billets, ainsi que des photos pour les documents. Elle lui demande également de lui trouver une arme. Le lendemain, sa fille commence à mettre tout en place. Elle vend sa maison pour récupérer plus d'argent, ce qui intrigue la détective Aïcha, qui observe discrètement ses mouvements. Sa fille retrouve ensuite Paul dans un vieux garage. Il est déguisé pour ne pas être reconnu et a amené avec lui un chien. Il lui remet les faux passeports et un pistolet. Puis il lui demande un service. Tue ce chien, s'il te plaît. Il a une tumeur, il souffre. Je n'arrive pas à m'en occuper. Sa fille est choquée, refuse au début, puis prend l'arme en tremblant. Mais elle n'arrive pas à tirer. Paul lui dit alors « Je savais que tu ne pourrais pas tuer. Si tu n'es même pas capable d'achever un chien, comment vas-tu faire si tu te retrouves face à quelqu'un qui veut te tuer ?» Il la laisse là et part. Malgré tout, sa fille continue à préparer son plan. Elle collecte des informations, des plans de la prison, des détails sur les rotations, les gardiens, les horaires. Un jour, elle est assise avec son fils dans un parc quand une femme vient lui parler. En discutant, sa fille réalise que c'est Paul, déguisé encore une fois. Elle lui montre les plans de la prison. Il lui explique que toutes les sorties sont verrouillées, que l'évasion depuis l'intérieur est presque impossible et qu'il faut une autre approche. La nuit suivante, sa fille est réveillée par un bruit. Elle prend un bâton, ouvre la porte et tombe sur Paul, encore déguisé, cette fois en livreur. Il lui dit qu'il a eu une idée. Il lui demande si son mari a une maladie grave. Elle répond que non, qu'il est en bonne santé. Paul lui explique que s'il avait une pathologie lourde, il serait envoyé à l'hôpital. Une évasion depuis un hôpital est beaucoup plus facile que depuis une prison de haute sécurité. Sa fille comprend immédiatement ce qu'il suggère.
Elle doit faire croire que son mari est gravement malade pour le faire transférer. Le lendemain, elle surveille discrètement le camion de livraison des médicaments de la prison. La détective Aïcha la voit et vient lui parler, mais sa fille fait semblant de ne rien préparer. Elle suit ensuite discrètement le camion jusqu'à la société pharmaceutique qui fournit la prison. Elle s'y rend plus tard, et pendant un moment d'inattention du chauffeur, elle monte dans le camion et photographie les dossiers médicaux. Elle rentre chez elle, appelle un agent immobilier et lui dit qu'elle veut vendre la maison au plus vite. L'agent lui explique que ça prendra du temps, ce n'est pas ce qu'elle veut entendre. Elle monte dans sa voiture et retourne dans le quartier des gangs. Elle voit Rox recevoir de l'argent pour une livraison et décide de l'attaquer. Elle pointe son arme sur lui et ses complices, leur ordonne de lui donner tout l'argent. Le fournisseur refuse. Rox, lui, finit par lui montrer où se trouve l'argent pour sauver sa propre peau. Mais au moment où elle s'en empare, le trafiquant lui tire dessus et la blesse. Par réflexe, elle riposte et l'abat, sans réellement le vouloir. Elle prend le sac de billets et court jusqu'à sa voiture, mais Rox la rattrape et la supplie de ne pas le laisser mourir là. Sous le choc et la panique, elle le charge dans le coffre et s'enfuit. C'est là que l'on rejoint la scène du début. Elle roule à toute vitesse jusqu'à un endroit désert, le sort du coffre, le laisse sur le sol et repart. Ensuite, elle va voir Paul et lui raconte tout ce qui s'est passé. Il la soigne, retire la balle de son corps et reste impressionné par tout ce qu'elle a réussi à faire seule. Il prend son téléphone, le détruit, lui en donne un autre avec une nouvelle carte SIM et lui dit « On n'a que 3 jours. On n'a pas le droit à l'erreur. » Pendant ce temps, sur les lieux du crime, les enquêteurs découvrent les traces de pneus de la voiture de Safi. Safi, de son côté, achète une nouvelle voiture, efface autant que possible les preuves de son ancienne vie et commence à se préparer au départ. Elle appelle son père pour lui dire qu'elle va disparaître quelques jours et qu'il ne doit pas s'inquiéter s'il n'a pas de nouvelles. Elle enregistre aussi une vidéo où elle explique tout ce qui lui est arrivé, comme une sorte d'aveu et d'adieu. Ensuite, elle prend son fils et le confie à sa voisine, en lui disant qu'elle reviendra bientôt le chercher. Le plan commence vraiment. Elle se rend à la société pharmaceutique, pendant que Paul coupe les lignes téléphoniques du bâtiment. Quand le camion des médicaments sort, sa fille le suit. Paul, lui, se présente à l'entreprise comme responsable des communications pour gagner du temps. Safi profite d'un arrêt du chauffeur pour entrer dans le camion et remplacer le dossier médical d'un patient par un faux dossier indiquant que Nicole souffre d'une grave maladie. De son côté, le médecin de la prison reçoit ce faux dossier, lit le rapport alarmant et décide de transférer Nicole à l'hôpital de toute urgence. Pendant ce temps, les enquêteurs retrouvent les plans accrochés sur les murs de la maison de Safi. Ils comprennent qu'elle prépare quelque chose. À l'hôpital, Safi se fait passer pour une médecin et entre dans la chambre de Nicole. Un policier la suit, elle le surprend et lui assène un coup sur la tête pour le neutraliser. Nicole est complètement perdue, il lui demande ce qui se passe. Elle lui répond « Si on ne s'enfuit pas maintenant, ils vont te tuer. On n'a plus le choix. Suis-moi. » Ils sortent ensemble, en essayant de garder leur calme, comme s'ils faisaient simplement partie du personnel. La détective Aïcha arrive à l'hôpital et découvre qu'ils ont disparu. Elle comprend qu'ils se sont échappés, et elle donne l'alerte. Safi et Nicole prennent l'ascenseur. Nicole est en colère. Il ne comprend pas pourquoi elle a pris autant de risques. Safi craque et lui dit, en larmes, que tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait par amour pour lui et pour leur fils. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvre, Aïcha se retrouve face à eux, mais ils la menacent avec l'arme et l'obligent à entrer dans la cabine, puis referment la porte sur elle pour gagner quelques minutes. Ils se changent, mettent des vêtements civils pour se fondre dans la foule et sortent de l'hôpital sans être reconnus. Aïcha, de son côté, les poursuit, mais les perd de vue. Safi et Nicole se rendent alors chez la voisine pour récupérer leur fils, mais apprennent que la sœur de Safi l'a déjà emmené au parc. Quand ils arrivent là-bas, ils voient que le parc est rempli de policiers. Safi a peur de se faire arrêter devant son fils. Elle décide de partir et promet à Nicole qu'ils trouveront un moyen de le récupérer plus tard. Pendant ce temps, Aïcha retourne à la maison de Safi, récupère tous les plans et notes et les apporte au commissariat pour les analyser. Safi et Nicole, eux, s'arrêtent sur un pont. Nicole demande à sa femme de lui donner l'arme. Il lui dit « Si on se fait attraper, dis-leur que tout ça, c'est moi, que c'est moi qui ai organisé tout ça. Toi, tu dois rester en vie pour t'occuper de notre fils. » Safi refuse, elle pleure, elle ne veut pas le perdre une seconde fois. À ce moment-là, Paul arrive avec un camion de glace. Il a réussi à retrouver leur fils et l'amène avec lui. Ils sont soulagés. Paul leur propose de les aider à passer la frontière. Il les cache tous les trois dans le camion de glace, traverse les contrôles sans se faire repérer, et même quand un officier fouille le véhicule, il ne trouve personne. Finalement, Paul les conduit jusqu'à un aéroport. Safi le remercie pour tout ce qu'il a fait pour eux. Au commissariat, les enquêteurs finissent par découvrir une information cruciale. Ils apprennent que Nicole et Safi ont pris l'avion ce jour-là pour quitter le pays. Aïcha comprend alors que tout avait été parfaitement planifié par Safi, dans le moindre détail. Elle retourne sur l'ancienne scène de crime, là où Nicole avait été accusée. Elle fouille à nouveau et finit par trouver cette fameuse coïncidence dont Safi lui avait parlé,
un indice prouvant que Nicole disait la vérité et qu'il n'avait probablement rien fait. Un mois plus tard, le père de sa fille reçoit une lettre. Il apprend que sa fille, son gendre et son petit-fils ont réussi à